C'est intéressant parce qu'on a 3 réponses et en fait, le fait d'être autiste Asperger, ben, c'est un peu comme quand on est neurotypique ou valide. Il y a des timides, il y a des gens plus sociaux, enfin qui aiment le contact avec d'autres. Il y en a qui préfèrent être dans leur bulle et ça, qu'on soit autiste ou pas. Juliana, elle est particulièrement sociable. Elle aime ça, à tel point qu'à un moment, aucun de nous n'était au bureau parce qu'on était tous en vadrouille quelque part. Et elle était toute seule, elle devait être toute seule au bureau. Je lui ai dit, bah, est-ce que tu préfères travailler en télétravail de chez toi? Parce qu'on est complètement en ligne. Et elle m'a dit non, je préfère être au bureau parce qu'elle va déjeuner, elle va voir les autres parce qu'on est une pépinière, donc il y a d'autres entreprises. Elle s'est tout de suite fait des amis. Elle est plus sociable que d'autres membres de mon équipe d'ailleurs. Qui restent un peu dans leur bulle et qui sont pourtant neurotypiques. Donc, comme quoi, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Après, juste pour préciser, sur les centres d'intérêt, ils ont des centres d'intérêt qui sont investis de manière très forte et verticale. Donc ils vont stocker plein d'infos, plein de données. Souvent pour avoir échangé, j'ai échangé une fois avec une pédopsie de la région lilloise qui pose des diagnostics. Et en fait, pour Félix par exemple, il y a des centres d'intérêt qui sont partageables. C'est-à-dire les Pokémon c'est partageable, Louis de Funès c'est partageable. Les chansons des années 50, 60, 70, c'est partageable. Du coup, dans la relation à l'autre, il va pouvoir utiliser les centres d'intérêt pour entrer en relation. Quand on est passionné de tout ce qui est médico-légal, ou quand on collectionne des crânes, ça va être son centre d'intérêt. Il peut en parler des jours et des jours. Mais ça va être beaucoup plus difficile d'entrer en relation et beaucoup plus difficile aussi de ne pas se dire voilà, il est un peu bizarre. Il m'a parlé de crâne pendant 2 heures. Donc souvent, en fait, les personnes Asperger sur leur centre d'intérêt, et c'est valable au boulot aussi peut-être, on va avoir du mal à les arrêter. Donc pour les arrêter, il faut dire, écoute, là, on va passer à autre chose, parce qu'elles ont besoin de prendre de l'énergie. Et voilà. Donc les centres d'intérêt, c'est quelque chose d'important, à la fois en termes pour le travail, mais aussi pour la socialisation. Et après, bon, il y a des centres d'intérêt qui sont plus partageables que d'autres. Et souvent, ces centres d'intérêt sont très normés, en fait. Les Pokémon, c'est écrit. Enfin, je veux dire, on sait comment ils évoluent, on sait quelles sont leurs puissance, tout ça. Louis de Funès, Félix, il pourrait pendant 30 minutes faire Oscar. Il les a étudiés avant. Enfin, il connaît toutes les paroles. Donc c'est quelque chose qui est fini, en fait. Et qui est... Voilà. Je voulais juste parler de ça. Une autre question ? Je voulais savoir, justement, on parlait de centre d'intérêt. Dans vos emplois, votre emploi ne correspond pas forcément à votre centre d'intérêt. Et comment est-ce que vous arrivez, est-ce que c'est difficile, compliqué de s'investir dans le travail, de se motiver, de s'intéresser au travail qu'on vous demande, alors que ça n'est pas votre centre d'intérêt? On sait que parfois ça peut être assez compliqué pour des Asperger, ça demande, est-ce que ça vous demande beaucoup d'énergie, est-ce que ça vous demande, enfin voilà, qu'est-ce que vous pouvez... Moi, ça me dérange pas tant que ça, parce que mes centres d'intérêt, je le sais que c'est pas des centres auxquels j'aurais travaillé, parce que c'est plus K-pop, musique russe, Eurovision, tout ça. L'accessibilité, comme l'autisme, je le considère plus comme des actions militantes. L'autisme, Asperger, avec les cas par contre que des fois je fais le week-end, c'est plus le week-end, quoi. Donc, je le considère pas comme un travail, je le considère vraiment comme une passion, mais comme quelque chose que j'ai envie d'apporter. Mais je le considère jamais comme un travail, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, mais du coup, tu travailles un peu dans ton centre d'intérêt. Oui. On est spécialisé en accessibilité. C'est vrai aussi, ouais. Ça veut dire que votre centre d'intérêt, vous le considérez plus comme un loisir. C'est ça. Quelque chose d'à côté, comme un neurotypique pourrait, je sais pas, faire du tennis ou être très engagé dans le tennis, mais il y a son boulot à côté. L'accessibilité, c'est un genre. Je dis l'accessibilité, voilà, c'est vrai que c'est aussi, ça fait partie d'une des actions aussi, parce que c'est super intéressant, voilà. Mais c'est vrai que c'est comme un loisir, quoi. D'accord, mais donc vous arrivez à vous mobiliser, à vous investir dans votre travail, bien que ce ne soit pas dans votre... Il y a eu un aménagement là-dessus. Il y a eu un aménagement là-dessus. Donc Juliana a fait de l'audit en accessibilité numérique. Alors l'accessibilité numérique, ça signifie que les personnes handicapées, quel que soit le handicap, peuvent utiliser le numérique. Donc c'est conçu et développé de manière à ce que les personnes handicapées puissent utiliser les sites web, technologies, outils. Donc c'est beaucoup du code.
Et donc, quand on fait un audit, on a des tableurs avec 133 lignes, une ligne par critère, et on dit si c'est conforme, non applicable. Quand c'est non conforme, on explique comment corriger, et ce sur une vingtaine de pages à peu près par site web. Donc, ça demande beaucoup de concentration. C'est pas le truc le plus fun du monde éventuellement, même si ça a un intérêt, il faut aimer, quoi. Et donc Juliana, elle est, par moment, elle m'a dit, donc c'est ça qui est important, c'est toujours le côté être à l'écoute pour pouvoir adapter, parce que sinon on peut pas le deviner. En plus, on est sur son ordinateur, on ne sait pas si ça va ou pas. Et elle m'a dit, alors là j'ai la tête, c'est pas possible. Le côté pause, il a raison Félix, c'est quelque chose qui était hyper important pour Juliana. Donc nous on a un système de gestion du temps. Je suis très pointilleuse sur les horaires. On commence à l'heure parce que j'ai un emploi du temps un peu compliqué. Et du coup, si on a un point qui est prévu à 9h et qu'ils arrivent en retard, en fait, on peut ne pas pouvoir le faire. Donc, du coup, arriver à l'heure, oui. Par contre, après, c'est vraiment une gestion très libre. On a un timer, en fait. C'est une application web qui s'appelle Toggle. Et chacun gère son temps. J'ai dit, si tu as besoin de 3 pauses de 15 minutes dans la journée, je m'en fiche, tu les prends. Si tu as besoin d'1h30 de pause pour déjeuner, ça m'est égal. Voilà, t'es à 35 heures, t'es payé 35 heures, tu les fais sur la semaine, même si sur une journée, il y a besoin d'un peu moins, tu rattrapes la fois d'après. Donc, vraiment, il y a une gestion assez souple. Et du coup, on a essayé de varier les activités. Ça aussi, ça a été un impact sur l'organisation du travail. Elle ne peut pas faire un audit toute la journée, forcément. Il faut qu'elle puisse faire un peu autre chose, un peu de développement, un peu, voilà. Et donc, ça, oui, c'est varier un peu les activités pour gérer la fatigue. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Le côté, on ne se rend pas compte, mais le côté hypersensoriel, donc hyperacousie, elle entend très fortement les bruits. Je me souviens qu'un jour, on était avec quelqu'un qui est en réunion, qui observait ce qu'on faisait. Et donc, elle avait, c'était l'heure de déjeuner, et donc il y avait des gargouillis. Alors, c'est clair qu'on ne passe pas inaperçu avec Juliana. C'était... Elle a sursauté et à chaque fois, pas qu'une fois, à chaque fois, mais du coup elle l'entend vraiment très fortement, donc elle a besoin de pouvoir mettre son casque, de s'isoler un peu du bruit, parce que même si c'est pas un fort bruit, ça va la faire vraiment sursauter. Donc il y a vraiment le côté fatigue qui, pour le coup, je pense, c'est quelque chose qu'on a du mal à s'en rendre compte, mais qui est vraiment important, et varier les activités. Et la concentration aussi, j'imagine. Est-ce que pour un travail qu'on vous donne par rapport à un neurotypique, vous êtes peut-être plus concentré, plus investi, et donc ça peut générer plus de fatigue. Parce qu'on dit souvent que les Asperger sont plus vite fatigables. Je sais pas, je dirais que non, comme ça. Enfin, non, de mémoire, avec les différentes journées que j'ai eues, j'ai pas l'impression d'être sorti plus fatigué une fois qu'une autre, si ce n'est dû à ma fatigue de avant le boulot. Mais c'est autre chose. Non, de mémoire, non. Pour le coup. Juste après, je te repasserai la parole, Félix. Sur la concentration, en fait, elle va varier d'une personne à l'autre. Alors nous, on a accompagné des formations, en fait, donc on est en mode classique, c'est-à-dire qu'on se dit, il faut que vous soyez concentrés, que vous écoutiez, alors c'est 1h30, c'est long, 1h30. Hein. Et certaines personnes dans la formation avaient besoin de zapper, en fait, sur leur centre d'intérêt, pendant la formation, pour aller puiser de l'énergie et revenir après. Et nous, on n'est pas câblés comme ça, nous. C'est-à-dire que t'es concentré, tu fais que ça. Mais non, la personne avait besoin d'aller chercher de l'énergie dans son centre d'intérêt, en zappant, et ça se voyait, puisqu'elles ne trichent pas, les personnes d'Asperger ne trichent pas, pour revenir après dans le cours, quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi penser, c'est-à-dire que souvent on se dit, cet élève-là, il n'arrête pas de passer sa vie sur, ou cet Asperger-là, il passe sa vie là-dessus. Non, il est au boulot. Donc il y a besoin de respecter ça. Et pour la concentration aussi, on n'en a pas parlé, mais en entreprise, en fait, on a souvent le tuteur, enfin le manager en chef, et ce que j'appelle le tuteur de proximité, qui voit par exemple quand Thomas décroche. Parce qu'à un moment, on est parti. Thomas décroche, du coup, il pense au Pokémon. Du coup, il faut le ramener sur le boulot qu'il a à faire. Et c'est des petits gestes comme ça. Donc, il y a besoin de cette petite piqûre de rappel. Et quant à Félix, qui est un autre exemple, pendant ses stages, et puis même là, il fait des pauses, en fait, qui sont institutionnalisées, qui sont écrites. Et pendant ces pauses, on lui dit, là, tu pourras dessiner, ou tu pourras être sur ton centre d'intérêt. Donc, il faut vraiment passer à un contrat,
entre guillemets, Félix n'aime pas le mot contrat, mais quelque chose qui soit respectueux de la personne et qui va cadrer. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu peux prendre la pause. Tu as une anecdote sur la pause, Félix, sur les cafés. Le café. Félix prend des cafés. Alors, la pause café, c'est plus quand j'ai fini de manger à la cantine, parce que je mange à la cantine du lycée. En fait, quand je bois du café, je prends 3 sucres dedans. C'est un verre en fait. Oui, je mets beaucoup de sucre dans mon café parce que j'aime pas le café noir. Mais sinon, la pause vraiment café, c'est-à-dire c'est de 14h ou 15h, il y a une machine à café ou à chocolat chaud. Je prends un chocolat chaud et je mets 3 sucres aussi. Ou alors j'en mets 2. De l'importance des pauses, mais ce qui était drôle chez Félix quand il était jeune stagiaire, c'est qu'il prenait la pause café, il avait compris que l'équipe était en café. Et après, et après il prenait une pause à lui. Du coup, ça faisait une pause plus pause. Puis à un moment, je dis, mais Félix, tu prends une pause de combien de temps là? Il dit, je fais 15 minutes avec l'équipe, et puis je reprends 15 minutes ou 30 minutes, ma pause à moi. C'est ça. Donc c'est vraiment ça, de l'utilité de la pause. Voilà. Et pour Frédéric, pour reprendre l'histoire du centre d'intérêt, c'est quoi ton projet pro, Félix, à toi, ton projet professionnel? Alors là, question très compliquée. Tu sais ce que tu veux, quand on dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être dessinateur, mais de manga, mais ça n'a rien à voir avec mon job actuel. Et est-ce que tu arrives quand même à faire bien ton job en fait, malgré... Oui, j'arrive bien à faire mon travail. Mais petite anecdote assez gênante, si je puis dire. J'étais au travail et à un moment, je vais sur un site Pokémon et le soir, je dis, je sais plus si je dis que j'ai été, mais je me suis fait enguirlander parce que mon travail, il était un peu oublié, si je puis dire. Et je me suis engagé à ne pas aller sur un site Pokémon. C'est le fameux contrat, c'est-à-dire qu'il avait bien fait son job, il a terminé son job. Il est dans un univers mairie. J'ai fini, je fais autre chose, puisqu'on m'a donné la permission d'aller sur Internet. Du coup, Internet, ado comme ça, à faire de l'Internet. Et le maire passe, ou le secrétaire de mairie passe dans l'équipe. Du coup, la secrétaire, la tutrice il dit à la tutrice, il dit, Félix, vous lui donnez pas de boulot. Donc il y a plein de petits quiproquos. On lui avait donné l'autorisation, sauf que c'est pas une posture habituelle en entreprise. Donc ils vont pas tricher en fait, jamais. Et du coup, le fait de pas tricher, ils vont peut-être être stigmatisés, tiens, il est fainéant. Mais non, il a fait son job au départ. Sauf qu'il va pas dire j'ai fait mon job. Il va être pris sur le fait, comme il le dit là. Il dit j'ai pas le droit de faire les Pokémon. Sauf qu'au niveau technique, il a rendu sa copie. La tutrice n'est pas là. Du coup, il passe à autre chose puisqu'elle lui avait donné la permission. Et donc à partir de là, on est obligé de reprendre certaines choses en disant les Pokémon tu peux, mais tu les dessines pendant tes pauses, qui est moins visible. Donc on leur apprend un petit peu à tricher, mais pas trop quand même. On les change pas. Vous avez des questions? Oui. C'est la 3e question la plus dure en fait. On passe à la 4e alors. Merci. Alors moi j'ai une petite question pour Juliana. J'ai cru comprendre que pendant un moment vous voulez enchaîner beaucoup d'entretiens. Oui. Donc vers des entreprises classiques, je suppose, des ordinaires. Est-ce que vous avez présenté du coup, comment vous avez présenté pendant ces entretiens? Alors, je les ai surtout vus, ça a un peu défilé, et c'est surtout le mois de mai en fait, de l'année dernière du coup. Et comment je vous présentais? Généralement déjà, ils parlaient toujours de leur entreprise, ils nous demandaient des questions. Déjà, le niveau d'expérience. Et le handicap, j'en parlais souvent, c'est pourquoi vous en êtes arrivé là. Je vous assure que c'est vrai. Ce qu'ils demandaient des expériences, et après, et c'est là que j'ai expliqué que j'étais autiste Asperger, des fois ils demandaient ce que c'était parce qu'ils ne savaient pas. Ou il y en a un, il me disait c'est égal génie, je lui dis non, pas forcément. Et je lui expliquais, je parlais de l'assaut aussi derrière.
mais en lui expliquant que j'étais capable de faire ça, mais voilà, il me fallait quand même des aménagements, une sensibilisation. Si je veux me rappeler tous les entretiens que j'ai faits. Donc, précisément, quels aménagements vous avez présentés du coup? Parce que du coup, ces aménagements-là que vous avez présentés à l'employeur, c'est des aménagements que vous avez présentés au médecin du travail. Elle m'avait pas posé ça, le médecin du travail. Bah moi, c'était plus... D'harmonie au médecin du travail. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Non. Voilà. Du coup, je sors apte. Du coup, Harmonie après rentre. Et encore, je crois qu'ils me posaient pas vraiment de questions sur leur disant j'ai juste besoin qu'on m'explique bien les choses, d'avoir des pauses. Enfin, c'était plus dans le sens des explications. C'est vrai qu'après, tout ce qui était bruit, j'en parlais pas forcément. Si, peut-être pas à côté d'une photocopieuse. J'ai expliqué ça, mais c'est tout. Moi, j'expliquais ce que je savais dire, c'est tout. Mais j'y allais au fil. Et j'ai perçu comment, du coup, quand vous expliquiez ça? Moi, j'ai l'impression que c'était jamais mal perçu. Enfin, ils ont toujours été gentils en entretien. Après, dans leur langage, ils étaient toujours gentils. Enfin, voilà, ils présentaient, voilà, ok, on verra bien, voilà, réponse. Et j'ai jamais eu, ça s'est jamais mal passé en tout cas. T'avais pas de réponse? Pas souvent en fait. Soit il fallait relancer tous les 15 jours, ou alors c'était non, quoi. Juliana était particulière. Juste pour préciser sur Juliana. Elle a fait quelque chose d'incroyable, Juliana. Autiste Asperger, 26 ans, avec le passé, avec la recherche. Elle habite Croix, banlieue lilloise. À un moment, Coena nous interroge en disant voilà, on cherche une personne on va créer un post sur l'accessibilité. Enfin, on cherche une personne sur l'accessibilité numérique. On poste sur notre page Facebook, en fait. Juliana répond. Juliana continue de chercher dans le développement web aussi. Elle a décroché 4, 5, 6 entretiens. Et elle y allait. Et là, elle est à Paris, en fait. Elle part de Croix. Elle habite Paris. Donc, la question du logement. Être loin de sa famille. Se dire, je reviens le samedi, dimanche. C'est extraordinaire. Alors, souvent, les personnes supérieures ont une énergie qu'on n'aurait même pas nous, en fait. On n'oserait pas y aller. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que... après, sur les aménagements ou sur ce dont ils ont besoin, ils vont tendance à le sous-estimer. Ou à dire, ça va. Je n'ai besoin de rien. Moi, j'ai accompagné, par exemple, un autiste Asperger qui s'était diagnostiqué à 26 ans, qui avait un master de droit social. Quand il présente, il dit « Moi, j'ai besoin de rien ». Et quand nous, on fait une sensibilisation générique à l'autisme, lui dit « Attention, moi, je ne suis pas autiste, en fait. Je suis Asperger. Donc, je suis à la limite, la fameuse limite entre neurotypique, tout ça. » Donc, ils vont avoir tendance à cacher ou à sous-estimer. Cela dit, on sait que leurs besoins, ça va être structuré, des choses comme ça, bienveillance, faire attention, être dans le questionnement. Et il ne va pas pouvoir l'exprimer, en fait. Parce que ce que veulent les personnes autistes, c'est exprimer leurs talents et ne pas être considérées comme des personnes différentes, ni n'avoir des passe-droits. Souvent, on met en place des choses, et puis une jeune femme encore dit « Mais pourquoi ils font tout ça pour moi ?» Dans un plateau open space d'une entreprise digitale, des néons. Attention, les néons, ça ne va pas aller parce qu'elle est hyper sensible à la lumière. LED. Donc, sauf qu'elle était mal par rapport aux 14 autres. Ils ont changé ça pour moi. Que vont penser les autres? Donc voilà, donc il y a ces petites choses-là. Ouais, là-dessus, je pense que ce qui est important, effectivement, mais ça, pour nous, c'est assez facile parce que c'est un peu notre slogan dans notre travail, mais c'est nécessaire, l'accessibilité, c'est nécessaire pour certains, utile à tous. Et nos aménagements, ils ne sont pas pensés pour Juliana. Alors, il y a des choses qui vont être spécifiques, elle va avoir un casque, etc. pour elle, parce qu'elle en a besoin de temps en temps. Mais globalement, par exemple, le fait de structurer ou de reformuler, si on a bien compris, en fait, je me suis rendu compte que c'était utile pour d'autres aussi. On a l'impression que c'est clair et pas tant que ça. Donc, finalement, c'est nécessaire pour certains, utile à tous. Le côté gestion du temps, c'est la même règle pour tout le monde. Juliana a eu un peu de mal au départ, mais comme tout le monde, avec le côté, ça fait flicage un peu, gestion du temps. Or, nous, on vend du temps. On fait de la prestation, donc on vend du temps, donc on doit faire des feuilles de temps aussi pour nos clients. Et moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'elle fasse autant de pauses que de besoin. Mais évidemment, si elle fait 1 heure de pause de plus, faut juste le rattraper. C'est une histoire qui est assez simple et logique. Et au début, elle se sentait un peu fliquée. Et maintenant, c'est la première à le remplir. Et c'est plutôt un bon... Enfin, je ne sais pas comment tu le vis, mais tu le vis plutôt bien maintenant. C'est plutôt un compagnon pratique qui te permet de bien structurer. Je ne sais pas, tu peux... En fait, grâce à ça, ça me permet de bien compter les heures. Au moins, je sais combien j'ai fait. Si j'ai fait moins, je rattrape un peu. Je me suis aussi, parce que j'arrive tôt le matin, donc du coup, je commence aussi tôt. J'ai structure mes pauses, mon heure du midi aussi. Donc, des fois, quand j'ai fait trop, des fois, je rattrape aussi. Donc, je calcule bien le truc.
Oui, parce que bon, ça après, c'est pas classique dans les entreprises. On va donner la parole à madame. C'est pas classique dans les entreprises, mais c'est vrai que moi, c'est une politique de Coena, mais l'objectif, c'est de faire le travail. On est payé 35 heures, j'encourage pas à faire plus, payer moins. Enfin, c'est pas du tout. Donc, si on fait plus, ça peut être nécessaire. Et elle a tout à fait joué le jeu. On était avec un client et ça a duré plus longtemps. On va pas dire c'est fini, je m'en vais. Enfin, on finit. Mais du coup, elle arrive plus tard le lendemain ou elle part plus tôt. Enfin, voilà. L'idée, c'est de rattraper et d'avoir une espèce de souplesse et un suivi qui est basé sur la confiance aussi. Voilà.